va remuer ciel et terre pour découvrir la vérité. D'abord, il trouve la preuve que les troupes aéroises étaient bien en état d'alerte le jour du passage de l'expédition près du barrage d'Inga. Mobutu aurait été prévenu par la France que son ennemi angolais, aidé par le Libyen Kadhafi, avait pour projet d'attaquer le barrage en envoyant des mercenaires cubains. La thèse de la bavure paraît de plus en plus plausible. Et puis, il y a aussi d'autres faisceaux d'indices du côté du parcours des autres membres. Tout d'abord, Guy Colette, l'entrepreneur belge. Les survivants le décrivent comme particulièrement désagréable, au point que l'équipe se serait scindée en deux. Il aurait été sous la surveillance des services secrets de Mobutu pour ses liens supposés avec la Libye. L'armée zaïroise aurait-elle voulu l'éliminer ou l'interroger? Mais l'histoire la plus incroyable tourne autour d'André Hérault. Lui n'a jamais caché son passé de militaire aux méthodes expéditives. Il a servi dans un régiment de méharistes, une troupe coloniale montée sur des chameaux, spécialisée dans l'infiltration en milieu difficile. Et dans les années 60, alors que la guerre du Katanga faisait rage, il aurait participé comme pilote à l'exfiltration d'un chargement secret pour le compte de la rébellion. C'est une histoire trouble, comme l'Afrique en a tant connu. Une histoire de cuivre, de pouvoir, d'or et de sang. Parce que lorsque le pays accède à l'indépendance, il est déjà traversé par des tensions extrêmes. Très vite, le Katanga, province stratégique aux immenses ressources minières, va faire sécession sous la houlette de Moïse Tshombe. Et dans l'ombre, les vieilles puissances coloniales veillent au grain. D'anciens officiers belges, reconvertis en soldats alloués, rejoignent les rangs sécessionnistes. On les appelle les affreux. Officiellement, ils ne sont là que pour la stabilité. Officieusement, ils protègent les intérêts des multinationales et organisent, loin des regards, un balai d'exportation illégale. Cuivre, diamants et surtout de l'or. Un or qui circule dans des valises diplomatiques, qui disparaît dans les soutes d'avions affrétés dans l'urgence et qui alimente des comptes offshore en échange d'armes. Et justement, en ce début des années 60, André Hérault aurait transporté un chargement très lourd. Trop lourd. Son hélico décroche et il se serait écrasé sur les rives du fleuve. Le pilote aurait été le seul survivant. Et à sa grande surprise, il découvre que son appareil transportait non pas des armes, mais des dizaines de lingots d'or, un trésor de guerre. André Hérault aurait alors dissimulé son butin en attendant de pouvoir venir le chercher quand les choses se seraient calmées. Et justement, c'est lui le principal instigateur du projet Africa Raft. Il est l'homme de terrain, celui qui prépare les itinéraires. Alors, aurait-il monté l'expédition dans le seul but de retrouver son trésor? Possible. En tout cas, les survivants témoigneront qu'il avait annoncé une belle surprise pour la fin de leur voyage. Et enfin, impossible de ne pas reparler de Philippe lui-même. Lors de son court aller-retour à Paris, après avoir vu sa femme, il aurait pris contact avec Christian Proutot, le patron du GIGN, afin de récupérer des armes et une radio. Alors pourquoi ? Certains pensent qu'il avait prévu de faire un reportage clandestin avec les rebelles cachés dans les terres. En 2008, le magazine de grand reportage 21 publie ce qu'il présente comme le compte-rendu d'un interrogatoire de torture de Philippe de Dieuleveux par les services secrets zaïrois. Leurs journalistes auraient rencontré d'anciens soldats qui auraient eux-mêmes commis l'assassinat. Les enfants de Philippe dénonceront une fake news, mais ils n'en apporteront jamais la preuve. Et pour finir, en 2009, un barbouze français, en lien avec l'Angola, va déclarer s'être fait remettre une sacoche ayant appartenu à André Hérault. Elle aurait contenu une Bible et un plan détaillé de la région, accompagné de la photographie de 5 corps. Mais, encore une fois, ça ne dépassera pas le stade de la rumeur. Pourtant, Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères en 85, qui a longtemps été l'un des défenseurs de la thèse de l'accident, va changer d'avis à la fin de sa vie et demander un déclassement des archives auprès du président Macron. Alors, que s'est-il vraiment passé sur le fleuve Zaïre en ce 6 août 1985 ? Une simple noyade sur des eaux indomptables ? Une bavure militaire dissimulée par Mobutu avec la protection de la France au nom des intérêts de la nation ? Une attaque des Katangais ? Ou une dernière chasse au trésor qui finit mal ? Autant de questions, toujours en suspens. Une attaque des Katangais ? Ou une dernière chasse au trésor qui finit mal ? Autant de questions, toujours en suspens. Jean de Dieuleveux s'est donné la mort en 2015. Et aujourd'hui, c'est son fils Alexis, le neveu et filleul de Philippe, qui continue à chercher la vérité. Il a pu consulter certains dossiers conservés par le ministère des Affaires étrangères. Mais pour le moment, la justice refuse de rouvrir une enquête. Philippe de Dieuleveux n'a pas disparu. Il a été englouti par un fleuve en furie, par une zone interdite, par des secrets trop lourds pour être dits. Ce jour-là, quelque chose s'est joué sur les rives du Zaïre. Quelque chose que personne n'a jamais voulu raconter officiellement. Ni le Zaïre de Mobutu, ni la France de Mitterrand. Depuis, vous l'avez compris, les versions s'empilent, les rapports se contredisent, les témoins murmurent, et dans le silence, les soupçons grandissent. Pourquoi ce telex est-il arrivé trop tard ? Pourquoi un homme sans bras, sans jambes, sans visage, mais avec son appendice, a-t-il été présenté comme étant Philippe de Dieuleveux ? Pourquoi les 2 survivants ont-ils été enfermés, réduits au silence, puis exfiltrés comme des criminels ? À chaque réponse, une nouvelle question. Et derrière ce brouillard, le destin d'un homme, trop visible pour disparaître sans trace. 40 ans plus tard, il reste une tombe vide, un public sans vérité, et un pays qui détourne les yeux. Mais tant qu'il y aura des archives fermées, des pistes étouffées, et un besoin de justice, alors ce mystère ne sera pas refermé complètement. Philippe de Dieuleveux était peut-être un héros, peut-être un agent secret, peut-être un fou, mais il mérite qu'on cherche encore. Parce que ce n'est pas un accident qui efface un homme, c'est l'oubli. Vous êtes aussi jeune que votre foi.
aussi vieux que votre doute, aussi jeune que votre confiance en vous-même, aussi jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement. Alors, si vous pensez vous aussi que cette histoire mérite la lumière,